Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Hegemony, Lead Your Class to Victory, un jeu de Varnavas Timotheou et Evangelis Balgertakis, édité par Hegemonic Project Limited en VO, mais que vous trouverez certainement plus vous autres en VF avec Don't Panic Games. Alors, ce jeu-ci est un jeu très spécial dans le sens où on va partir sur la lutte des classes. La lutte des classes où chaque joueur va tenir une classe différente qui va être soit la classe ouvrière, la capitaliste, la classe moyenne ou l'État et ils vont s'affronter pour la victoire sur le plateau de jeu. Mais chaque classe a ses propres règles, chaque classe a ses propres manières de gagner des points de victoire et a ses propres manières de se développer dans le jeu. Un petit peu comme un Root, ou comme dans Root on va avoir chacun des classes différentes, des clans différents dans Root, et chaque classe on va devoir lui expliquer avant le début du jeu quel est son rôle et comment il va pouvoir se développer dans l'ensemble du jeu. Et donc chacun va avoir son propre plateau, ses propres cartes spécifiques, ses propres moyens et il va devoir s'adapter dans la partie et s'affronter avec les autres par rapport à tout ce qui se passe dans le jeu avec franchement une belle intégration car tout ce qu'on va dire dans l'ensemble du jeu va être un petit peu tiré de notre propre culture, notre propre passé et on se prend très vite au rôle qui nous est proposé et on va vraiment rentrer dans les autres joueurs avec ce rôle-ci. Donc vraiment très spécifique. Dans les règles, comment ça se passe, vous êtes là pour ça, eh bien on va le voir directement. Un grand plateau de jeu ici où on a juste une série d'informations qui vont être placées. On va avoir une zone avec toutes les lois, super important les lois, toutes les lois qui vont être placées ici. On a un espace bleu pour le capitaliste, un espace pour la classe moyenne, on a un espace ici avec des usines qui sont pour l'État, on a l'immigration qui vont être plutôt pour la classe ouvrière et la classe moyenne, les règles et l'argent de l'État qui se trouve là-bas. Ce qui veut dire qu'on a chacun une zone vraiment dédiée. Et donc, on vous propose de placer autour de la table la classe ouvrière par ici, la classe moyenne ici, le capitaliste et l'État. Super important parce qu'on va toujours jouer dans le même ordre du tour, il ne va jamais changer, ça va être toujours de la classe ouvrière vers l'État dans chaque manche. Et donc, il faut respecter ce positionnement autour du plateau de jeu. Alors, on a une série de sociétés placées dans le jeu. Elles sont chacune dédiées à un type de personnage. Ici, on a tout ce qui est pour le capitaliste. Donc, on va avoir des grosses sociétés comme un supermarché. On a une zone ici qui est dédiée pour la classe moyenne. On va donc retrouver le bureau du docteur qui se trouve ici. Et on a une zone ici qui est liée à tout ce qui est entreprise d'État, comme par exemple une université technique ou un hôpital universitaire. Chaque fois qu'on a des sociétés ainsi, on va avoir des besoins de gens pour travailler dessus. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux types de personnes qui peuvent travailler. Ce sont les ouvriers, ceux qui sont ici en petite salopette, et on a les employés, ceux qui ont plutôt une cravate ou un costume un petit peu plus guindé. Les ouvriers et les employés vont aller travailler dans mes sociétés, mais quand je vais aller envoyer des ouvriers ou des employés dans une société, je ne vais pas mixer les deux, sauf ici. Si j'envoie des employés, ce ne sera que des employés. Si j'envoie des ouvriers, ce ne sera que des ouvriers. Et donc une société va avoir que des employés ou que des ouvriers, toujours ici c'est à part, et il ne peut y avoir un morceau d'employés ou d'ouvriers. Soit j'ai des gens qui vont travailler à tous les postes de la société, soit la société est vide. Donc ici elle est vide, là-bas elle est remplie. Je n'aurais pas pu avoir une option où je n'en ai que 2 sur 3 qui sont placés. Donc systématiquement, j'ai tous les ouvriers ou tous les employés qui sont placés. Quand ils sont debout, ils sont présents, ils travaillent dans l'usine, mais on verra qu'il y a des moments où on va les avoir couchés. Ce sont des ouvriers ou des employés qui sont sous contrat, et donc ils sont alors tous les deux couchés ou tous les deux debout. Si c'est le cas, quand ils sont sous contrat, eh bien, ils sont protégés pendant toute une manche, mais on y reviendra. Mais en tout cas, on a des ouvriers debout et des ouvriers couchés, ou des employés debout et des employés couchés. Ici, c'est un petit peu spécial parce qu'on va pouvoir mixer les deux, parce qu'il y a ici, entre parenthèses, la possibilité de rajouter un ouvrier en plus de mon employé. C'est un petit peu spécifique, j'y reviendrai plus tard. Autre information qu'il y a sur mon entreprise, ça va être le salaire. Ici, j'ai un marqueur qui va définir à quelle hauteur de salaire je paye les gens. On paye en Vardis ici. Et donc, je suis à un paiement de 20 Vardis pour l'ensemble des gens qui travaillent dans ma société. Je vais pouvoir diminuer ou augmenter. Les limites qui sont ici vont être associées à des limites liées aux lois. Pour l'instant, je suis à 20 Vardis parce que la loi numéro 2, qui est le marché du travail, a défini que le minimum que je pouvais payer quelqu'un, c'était en zone 2, donc la zone 2 qui se trouve ici. Et je ne vais pas pouvoir payer quelqu'un, décider de baisser mon salaire en diminuant parce que le minimum requis, le SMIC, eh bien, il sera systématiquement à cette hauteur-là, et donc je ne pourrai pas baisser plus bas que. Je pourrais par contre l'augmenter, on verra un petit peu les impacts d'une augmentation.
Mais cette première loi-ci, va me permettre de définir le minimum de salaire que je vais mettre dans une société. Donc, toute nouvelle société qui arrivera ira se mettre avec un marqueur qui est au minimum légal pour l'instant. Libre au propriétaire de changer la valeur du salaire. Autre information sur ma carte, ça va être un prix qui se trouve ici au-dessus. C'est un prix tant d'achat que de vente. Les usines, on pourra les acheter, on pourra les vendre. Le prix sera toujours le même, il n'y a pas une augmentation de sa valeur à ce niveau-là. Et vous avez ici une information liée à la production. La production, eh bien, ce sera quand je ferai travailler les gens de mon usine. Qu'est-ce que je vais produire? Je peux produire des ressources, ici ce sont des cœurs, et je vais pouvoir avoir éventuellement un bonus. Ici, j'ai un bonus de 2 si je fais une automatisation de cette usine. Donc, il y aura des manières d'augmenter la productivité. C'est le même principe ici. J'ai une valeur de base et pour augmenter la productivité, je vais engager des ouvriers complémentaires. C'est pour ça qu'ici, je vais pouvoir avoir des personnes en plus. Mais cela dépendra effectivement des ouvriers qui viendront travailler chez moi. Alors, on a ici des travailleurs qui sont en attente d'un emploi, des gens qui sont au chômage, donc au pôle emploi ou au forum. Et on a ici des cartes qui sont liées à l'immigration. Ça va être une série de rentrées de travailleurs sur le marché de notre travail chez nous au fur et à mesure des années. On va jouer en 5 rounds et on va avoir ici un niveau de taxe. Un niveau de taxe qui est super important pour le capitaliste et pour la classe moyenne, qui va être lié à quelle sauce on va le manger pour l'État. La taxe est liée à 3 marqueurs, celui-ci, celui-là et celui-là. Ce marqueur-ci définit la valeur de base de la taxe. La taxe ici est de 3 de base et elle va être augmentée selon les valeurs des marqueurs. Le positionnement des marqueurs est ici pour les deux à x2. Donc là j'ai 3. Ici il est mis dans une zone plus 1 x 2, ça fait donc plus 2, ça fait 5. Et là-bas il est dans une zone 0 x 2, ça fait toujours 0. Et donc ça fait un multiplicateur de taxe de 5. Si ceci augmentait de 1, on aura rajouté 2 parce que c'est un multiplicateur 1 x 2, donc plus 2, on passera à 7. Si tout est ici, c'est 2 x 2 et 2 x 2, donc 3 plus 4 plus 4, on serait alors au max à 11. En comparaison, si ici on est tout en bas, c'est 1 et il n'y a pas de valeur par rapport aux lignes liées à tout ce qui est soins de santé et éducation. Et donc ce serait 1 tout court, on descendrait alors à 1 dans le système. Si on se trouve ici, c'est 2 de base plus 1 de valeur de chaque zone, 2 de base plus 2, on sera alors à 6. Voilà, ça c'est un marqueur qui va changer au fur et à mesure du temps. Et pour le capitaliste, surtout pour la classe moyenne un peu, eh bien il y aura un intérêt à faire bouger ces lois-ci afin de réduire leurs charges en fait. Tout ce qui est charges patronales et tout ce qui va avec. Ça aura aussi un impact au niveau de l'impôt pour la classe ouvrière, mais c'est vraiment le plus gros impact ici, c'est vrai pour le capitaliste. Et donc vous comprenez tout de suite que ces lois-ci, elles sont super importantes, tant celle qui va définir la valeur du SMIC dans les entreprises que tout ce qui est lié aux taxes. On va avoir d'autres lois, une loi ici qui va être la politique fiscale de l'État, et donc ça va être lié au nombre de bâtiments qui vont être disponibles. Si ceci avance de 1, on va réouvrir 3 bâtiments, c'est l'État qui choisira lesquels. C'est tout le temps les mêmes, elles sont tout le temps des oranges, des rouges et des mauves. Il va choisir lesquels, il va les retourner, par exemple comme ceci. Il va payer le coût dès que ça avance ici de 1, donc il va en choisir 3, donc il va payer 60, vu qu'elles sont toutes avec un coût de 20. Ces 60, il le retire du trésor de l'État et on va avoir ainsi des marqueurs qui vont apparaître sur chaque zone. Quand on retourne des nouvelles cartes ou qu'on achète des usines dans le jeu, s'il y a des employés qui sont capables d'aller travailler là-bas, ils y vont automatiquement. Donc c'est le chômage directement, on vient directement travailler là-dessus. Ici par exemple, j'ai besoin de gens que ce soit des employés ou des ouvriers, mais qui soient avec une formation orange. J'ai pas d'orange ici, je ne sais rien mettre. Autrement dit, je perds mon tour, je crée la société, mais il n'y a personne qui pourrait y travailler pour l'instant. Il faudra attendre qu'il y ait des gens formés qui se permettent de le faire. Et ça va être comme ça pour chaque zone. Donc si je sais construire et que j'ai quelque chose, ça va être fait directement. Donc je vais en retourner 3 à ce niveau-là. Il y a aussi un autre impact, c'est un impact lié au Fonds monétaire international. Ça va limiter une chose qui est importante pour tout le monde, ce sont les emprunts. On a des emprunts qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Et alors attention, cet emprunt-ci il vaut 50 Vardis, donc c'est 50 sous qu'on va avoir. On ne peut jamais faire dans le jeu un emprunt si c'est juste pour nous développer. On fait un emprunt parce qu'on est obligé de payer quelque chose et que sans ça, on ne sait pas le payer. Donc c'est uniquement ça. Si vous décidez de faire une action qui va vous faire dépenser de l'argent, mais c'est votre choix, faites-en une autre.
pouvez pas emprunter pour faire une action. C'est pas je fais un emprunt à la banque pour un développement personnel. Je fais un emprunt à la banque parce qu'on m'oblige à payer quelque chose que je n'aurais pas pu faire autrement. Pour tous les joueurs, un emprunt, c'est quelque chose qu'on va devoir rembourser à un moment ou à un autre et pour lequel on va devoir payer des intérêts. Mais pour l'État, c'est encore plus important parce que ça va peut-être le mettre en péril, auquel cas, il y a une intervention du Fonds monétaire international qui arrivera et qui changera beaucoup la donne au niveau du jeu. Eh bien, ces marqueurs-ci vont définir le nombre d'emprunts à partir duquel le FMI intervient. Si je suis ici, un seul emprunt, le FMI intervient. Si je suis là-bas, il faudra qu'il y ait 2 emprunts à un moment de la manche pour que le Fonds monétaire international intervienne. Donc ça, c'est important aussi pour l'État. Ces 2 lois-ci sont liées aux soins de santé et à l'éducation qui est prévu dans le jeu, c'est lié à l'État. Ce marqueur-ci va donc définir le prix d'achat de ce qui est disponible ici en soins de santé et on a un petit marqueur ici qui nous permet de voir le prix actuel, c'est-à-dire à savoir de 5 vers 10 pour faire l'action, ça rapportera 1 point de victoire à l'État, je reviendrai. Par contre ici, c'est le prix de base, à savoir 10 pour l'achat de 1 point d'éducation. On a aussi des achats ici qui sont possibles à 10, ce sont des marqueurs d'influence, j'y viendrai plus tard. Si je fais monter ceci, je vais placer le marqueur ici qui annonce le changement de prix pour l'éducation. Si je le fais encore monter, je vais le retourner et le prix va être alors gratuit. Donc l'éducation va être gratuite ou les soins de santé vont être gratuits quand on est ici. Et il y aura une compensation en points d'influence, on verra un petit peu comment ça fonctionne, pour l'État. Et donc ça va modifier l'argent que l'État va pouvoir toucher par rapport à la vente de son éducation, enfin l'acquisition de l'éducation ou l'acquisition des soins de santé. Ici, on va avoir quelque chose qui est lié à tout ce qui est extérieur, donc tout ce qui est marché international. Ça va définir le nombre de cartes présentes ici, ça c'est pour le capitaliste. Il y en a une parce qu'on est dans la zone B, donc c'est marqué soit B, soit C, alors on en met une. Si on était en C, on en mettrait une aussi ici. Si on était en A, il n'y en aurait aucune. Donc on se trouve en B. Et il y a un accord de niveau 1, donc on va avoir ici la position du marqueur ici qui est liée à tout ce qui est importation. Quand je vais acheter des ressources à l'étranger, qu'est-ce que je paye? Je paye une valeur de base de la ressource et je paye des taxes. Les taxes par bien acheté qui vont aller dans le trésor de l'État. L'immigration ici va définir le nombre de cartes d'immigrés qui vont arriver en plus, donc qui vont augmenter le pôle emploi. Eh bien, ici, on va tirer une carte par manche, on va en tirer 2, et on va tirer 0. Et donc, c'est une loi qui est très utile ici pour les gens qui veulent qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient disponibles pour remplir les sociétés, en fait, et donc aller travailler pour eux. Ici, c'est une zone qui est exclusivement dédiée à l'État. On en parlera quand on verra un petit peu le rôle de l'État. Et là, ce sont pour les votes qui ont lieu à chaque fin de manche pour voir un petit peu comment ça évolue à ce niveau-ci. On en parlera plus tard dans le jeu. Voilà pour le plateau global. Maintenant, comment se déroule une manche? Dans chaque manche, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être une étape de préparation de la manche. Et chaque rôle a ses propres actions de préparation. Donc, on va voir rôle après rôle ce qu'il doit faire dans la phase de préparation. Ensuite, on va jouer les cartes d'action. Et donc ici, chaque rôle a sa couleur, va prendre 7 cartes de sa couleur. Ces cartes-là, elles ont toutes un texte. Donc ici, c'est en anglais, c'est encore les versions de base. Et elles ont des possibilités d'action quand on va les jouer. On va jouer à son tour de jeu une carte de sa main. Cette carte de sa main, 2 options. Soit pour l'action de la carte, on va faire ce qui est indiqué dessus. Soit on va oublier l'action de la carte et on va faire une des actions spécifiques du joueur. Et donc il y a une série d'actions, on verra toutes ces actions-ci. Et on fait une de ces actions-là en oubliant l'action de la carte et en faisant l'action du joueur. On va faire ça 5 fois. Donc à tour de rôle, en commençant par la classe ouvrière et en tournant ainsi, on va chacun jouer une carte en choisissant l'action normale ou l'action libre de son rôle. On va faire ça jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 cartes en main, auquel cas ce sera la fin de manche et on poursuivra dans les actions. Certaines cartes ont des symboles comme ceci qui vont être liés à l'action de l'État, qui vont augmenter l'influence de l'État par rapport à la classe qui le joue, ici la classe ouvrière. D'autres classes ont des prérequis, comme un prérequis ici, qui est 2B des 2C. Je ne peux la jouer que si on se trouve en 2B ou en 2C, je ne peux pas la jouer si on est en 2A. Donc ça va être lié à l'avancée des lois. Donc mes cartes ici, parfois il y a des limitations, ici c'est une grève générale, eh bien je ne peux la faire que si les salaires ne sont pas déjà au maximum. Donc j'ai joué toutes mes cartes, on va passer à la suite des actions, et la suite des actions ça va être la production. En commençant cette fois-ci
par l'État et en revenant vers la classe ouvrière. C'est le seul moment où on tourne dans l'autre sens. On va faire produire toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui ont du personnel, parce qu'on a soit du personnel, soit pas de personnel, et les entreprises qui sont des entreprises qui peuvent tourner toutes seules. C'est-à-dire qu'il y aura des entreprises automatisées que le capitaliste pourra faire. Eh bien, pour ces entreprises-là, on va payer l'argent qui est indiqué selon la hauteur du salaire aux propriétaires, si on peut dire ça comme ça, de la classe associée. Autrement dit ici, à la classe moyenne, là-bas à la classe ouvrière. Donc l'État va prendre de sa trésorerie 30 pour la classe moyenne, 30 pour la classe ouvrière. Et il fera ça pour toutes les zones ici. Une fois qu'une usine a produite, eh bien, elle va produire justement ses ressources. Donc on va avoir les ressources qui sont indiquées ici, qui vont être placées là-bas. Pour l'État, il y a une limite de production, c'est-à-dire que le stockage ici des ressources est limité à la production maximum de toutes ces usines. Donc ici, on a une usine qui produit au maximum à 6. Alors j'aurais peut-être dû la mettre en ligne pour être avec ce qui est juste au-dessus. Ce qui est plus clair ainsi. Et donc 6 plus 6, maximum 12. Si je produis 6 de plus ici, je serai au maximum de 12, tout va bien. Ici, je vais produire en plus toujours 6. Eh bien, 6 plus les 6, ça fait 12, mais j'ai une production maximum de 6 plus 4, 10, plus 6, je peux donc stocker jusqu'à 16 ici pour l'instant. Donc c'est chaque fois le principe ainsi, c'est que je peux stocker un maximum lié à la production possible, plus 6 pour l'État. On va faire pareil ensuite pour le capitaliste, même principe, il va payer chacune de ses usines, il va produire, et lui aussi on verra qu'il y aura des limites de stockage placées sur son plateau. La classe moyenne, même ceci, sauf que le montant ici à payer n'est à payer que si il y a des ouvriers présents. Ce sont eux que l'on paye parce qu'on ne se paye pas lui-même. Et donc, on va payer de l'argent seulement pour l'ouvrier qui est présent, si jamais il y a une classe ouvrière qui est présente dans mon usine ou dans ma petite PME. Une fois que c'est fait, chaque joueur va payer les taxes associées. On va voir s'il y a une intervention du FMI pour l'État. On va payer les taxes associées et alors on va passer ensuite à une phase de vote. Mais avant de faire la phase de vote, on va remettre des cubes ici dans un sac qui va permettre de faire tout ce qui est vote. Donc on a déjà des cubes un petit peu de toutes les couleurs qui doivent être présents ici dedans. Et on va en remettre selon chaque joueur. Chaque joueur, ici, chez l'ouvrier, il a une piste de population qui se trouve ici, 3, 4, 5, 6. On va prendre sa valeur actuelle, divisé par 2, arrondi au supérieur, c'est le nombre de cubes. Et donc dans un cas comme celui-ci, on en rajouterait 2. Chez le capitaliste, c'est le nombre de sociétés qui fonctionnent complètement. Et donc, on en a ici 3 divisé par 2, arrondi à la supérieure, c'est aussi plus 2. Chez le joueur qui joue la classe moyenne, lui, ça va être au choix. Soit le nombre de sociétés qui est complètement productive, donc avec des bonhommes partout, soit comme l'ouvrier, il a aussi une piste ainsi, il va prendre aussi sa valeur de population divisé par 2, arrondi au supérieur, et on va rajouter aussi. Autrement dit, aux premières manches, tout le monde va rajouter 2. Et je ne parle pas de l'État parce qu'en fait, l'État n'aura pas de cube dans ce sac-ci. Il ne participe pas directement, indirectement oui, mais pas directement, au vote. Et les votes, ça va se passer comment? Eh bien, imaginons que pour chaque zone pour laquelle il y a une demande de changement de loi, et de changement de loi, ça va se concrétiser avec un petit marqueur qui va y arriver ici, on en parlera un petit peu comment ils arrivent plus tard, eh bien, on va demander à chaque joueur, positionnez-vous, est-ce que vous êtes pour ou contre que la loi change? Eh bien, chaque joueur va pouvoir, avec un marqueur, dire je suis pour, je suis contre. Imaginons l'État, il est contre, l'ouvrier, il est contre, le capitaliste, il est pour, la classe moyenne, admettons qu'elle soit pour aussi. Voilà, on se retrouve avec un changement de loi possible, 2 contre 2. On va alors piocher 5 cubes. L'État n'est pas dedans, 5 cubes ici dedans. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien, hop, hop, pour et 2 voix contre. Donc pour l'instant, on sait globalement où est-ce que ça tend. Ensuite, chaque joueur peut avoir des marqueurs d'influence. Et il va prendre ces marqueurs d'influence, il va les mettre dans une main, il va les cacher, il va décider combien il en fait passer dans l'autre, soit 0, soit 1, ici j'en ai qu'un seul en main. Et donc chacun va décider, tiens, je vais influencer le résultat du vote jusqu'à quel niveau. On va révéler ça tous ensemble et on va rajouter nos marqueurs. Moi j'étais ici la working class, donc la classe ouvrière, je la rajoute ici. Si c'est moi qui gagne, la loi ne passe pas et ça s'arrête là. Si il y avait égalité, parce qu'imaginons qu'une autre classe avait ici joué aussi quelque chose, et donc on fait 3-3, alors la loi passe. Et quand une loi passe,
Ceux qui ont incité la loi ont 3 points de victoire. Donc le bleu ici aurait 3 points de victoire. Ceux qui ont voté pour et que c'est réussi ont 1 point de victoire. Les autres ont 0. Pour avoir au moins 1 point de victoire, il faut avoir eu au moins un cube ici dans la zone de vote. Soit un cube parce qu'on a tiré votre cube, soit un cube parce que vous avez rajouté de l'influence. Mais l'un ou l'autre sont nécessaires. Donc ça, c'est vraiment une obligation, ce qui veut dire que l'État, qui lui ne peut ajouter que des cubes mauves, des cubes d'influence, c'est sa seule manière d'avoir des points de victoire, si ce n'est pas lui qui a proposé la loi. Mais il pourra donc aussi voter et avoir son impact. S'il avait été mettre un cube d'influence ici, ça aurait pu éviter. Tous les cubes d'influence sont de toute façon défaussés. Par contre, les cubes du vainqueur, celui qui a gagné le combat au niveau de la loi, va être défaussé. Donc, dans mon premier exemple, ce seraient les 2 rouges qui seraient partis. Dans mon deuxième, vu qu'il y a eu égalité ou qu'on soit au-dessus, ce seraient les 2 autres qui sont partis. Donc ceux qui ont gagné la loi, ça bouge. Ceux qui n'ont pas gagné la loi, ça retourne dans le sac. Et ensuite, la loi est déplacée et ça a l'impact qu'on va connaître sur chaque chose. Donc ici, par exemple, un impact, on descendrait ici à 3. 2 plus 1 fois 1. Et donc, ce serait 3, la valeur qui se trouve ici. Donc, ça, c'est la loi. Ça va être joué à chaque manche pour peu qu'il y ait des marqueurs qui se trouvent ici. Mais par contre, on va rajouter dans le sac systématiquement à toutes les manches. Et chaque manche va se terminer pour chacun par une collecte de points de victoire, chacun avec ses propres règles. J'y reviendrai. La fin du jeu va être déclenchée quand on aura fait 5 manches complètes. Et alors là, il y a un scoring de fin complémentaire qui est aussi dépendant de chaque joueur. Et donc ça aussi, on verra rôle après rôle. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour global d'une partie, en tout cas de comment ça se passe pour tout le monde, on va rentrer dans le détail de chacun. Commençons par la classe ouvrière. Chaque joueur va avoir à sa disposition un grand panneau avec l'ensemble des actions qui sont possibles. Donc vous voyez quand même beaucoup de choses à dire dans l'aide de jeu ici. Et un plus petit qui reprend en résumé une série d'actions, mais qui sont souvent plus utiles sur la grande aide de jeu. Donc chacun a ses actions et on va un petit peu repartir chaque fois sur ce panneau-ci pour être certain. Donc chacun va faire ça de son côté. Par exemple, première phase qui est la phase de préparation, on va le faire chacun. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la phase de préparation? Eh bien, la première chose qu'on va faire, ça va être de payer ses intérêts. Si on a été obligé de prendre un emprunt, eh bien, on va payer 5 var10 d'intérêt à chaque début de manche. On va ensuite perdre un point de prospérité. Cette prospérité, c'est quoi? C'est ceci. Ça, c'est super important pour la classe ouvrière parce que ce marqueur-ci, à chaque fois qu'il avance à la zone suivante, c'est autant de points de victoire qu'il marque. Donc, à chaque fois qu'on le fera avancer, on gagnera des points de victoire selon la valeur qu'on écrase là-bas où on arrive. Et donc, au début de chaque manche, on perdra un niveau de prospérité. On ne rend pas les points de victoire, mais on recule et donc on doit remonter pour récupérer les points de victoire. Ça, c'est une première chose du plateau du joueur. Donc, j'y suis. Une deuxième chose du plateau du joueur, c'est ceci, sa population. C'est le nombre d'ouvriers présents dans le jeu. On commence avec une population de 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le nombre d'ouvriers présents dans le jeu. Et dans le jeu, à chaque fois qu'on va rajouter des ouvriers qui vont souvent arriver au Pôle emploi, eh bien, on va augmenter ce marqueur-ci. Ce marqueur-ci est associé à un marqueur de population qui se trouve ici en dessous et ce sera la valeur, on l'a déjà vu tout à l'heure pour remettre des cubes dans le sac, ce sera une valeur qui va être impactante pour l'ensemble du jeu du joueur rouge. Il a ici des espaces pour les syndicats, on va pouvoir rajouter des syndicats dans le cours du jeu, ses revenus, l'argent qu'il a collecté et les biens et services qu'il a été acheté dans le jeu. Donc on va avoir des biens et services, on a déjà vu les 3 ici de base, mais on a aussi des biens de luxe et de la nourriture, c'est aussi important pour la classe ouvrière. Troisième chose de la phase de préparation, eh bien c'est retirer des cartes pour arriver à 7. Donc j'en avais 2 que j'ai gardé, 5 que j'ai joué et je vais donc reprendre 5 cartes pour former ma nouvelle main pour la manche suivante. Donc c'est une action obligatoire de la préparation. Tout le monde d'ailleurs va avoir cette phase-là. On va tous repartir avec cette nouvelle carte en jeu, celle-ci étant alors défaussée. Alors ensuite, je vais avoir une phase super importante, c'est le fait de ramener des gens dans le Pôle emploi. Par défaut, je vais ajouter 2 ouvriers non qualifiés. Les gris sont des ouvriers non qualifiés, ceux qui sont colorés, ils sont des ouvriers qualifiés. Les non qualifiés, du coup, ils savent juste avoir des postes gris où on prend n'importe qui. Il faut savoir que les postes gris sont par défaut destinés à des ouvriers non qualifiés, mais si à un moment ou à un autre, il n'y avait pas
possibilité de rajouter des ouvriers non qualifiés et qu'il y avait des ouvriers qualifiés ou des employés qualifiés, et ça marche pour les deux, on pourrait alors les utiliser pour les mettre dans un poste gris malgré tout. Mais par contre, les postes colorés qui nécessitent un ouvrier d'un certain type, ouvrier employé d'un certain type, d'une certaine formation, alors on ne peut pas les remplacer par des ouvriers gris. Donc je vais en rajouter 2 par défaut, j'en rajoute 2, j'augmente de 2 mon marqueur ici. Et puis, selon l'état de l'immigration, pour l'instant on est à +1, je vais piocher autant de cartes indiquées. +1, +0, +2. Donc ici, une seule, je vais retourner et je vois qu'ici, c'est encore un ouvrier gris qui est rajouté dans ma zone. Donc un ouvrier gris, je le rajoute ainsi. Je vois qu'à côté, il y a un employé bleu, mais chaque joueur va tirer ses propres cartes. Donc même si on aurait pu faire avec une seule carte pour les 2 joueurs, ce n'est pas le cas, on va tirer des cartes pour l'ouvrier et des cartes pour l'employé. Souvent parce que le mix des deux fait qu'il y a un gris et un coloré, et donc sinon ce serait systématiquement un gris et un coloré qui arriverait pour chacun, qu'importe. Ça, c'est la fin de ma phase de préparation. J'en arrive à mes actions. Mes actions, de base, jouer les cartes, les valeurs de la carte, pas de problème pour vous. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de spécifique en n'utilisant pas la valeur de la carte, mais en la défaussant en faisant mes actions spécifiques d'ouvrier. La première, eh bien, ça va être justement d'aller proposer une loi. D'aller dire, tiens, cette loi-là, je voudrais bien que ça change, je voudrais bien que l'éducation coûte moins cher que 10. Eh bien, je mets mon marqueur ici. Du coup, je pourrai avoir une loi qui sera votée à la fin de la manche. Je peux aussi décider que l'on vote tout de suite. On peut alors, en dépensant un marqueur, là je vais remettre un, je l'ai utilisé tout à l'heure, un marqueur d'influence que j'aurai ici, décider que le vote est immédiat. Tout le monde se positionne, on fait le tirage, on voit le résultat. On ne rajoute pas des cubes dans le sac à vent, vu qu'on est en valeur immédiate, pas à la fin d'une année normale. Et on va tirer et on va voter. Soit ça passe, soit ça passe pas. Dans tous les cas, que le marqueur bouge ou ne bouge pas, je vais récupérer ceci et je pourrai alors le replacer ailleurs si j'ai envie, en défaussant à nouveau une nouvelle carte plutôt que de faire mon action. Donc le vote immédiat, c'est possible en payant alors une influence et on vote tout de suite, on voit le résultat. Si c'est le cas, ça avance. Quand je vais proposer un vote, je ne peux pas proposer un vote qui fait un bond de 2. Je ne peux pas non plus proposer un vote si quelqu'un avait déjà proposé un vote pour la fin de la manche. Donc ici, je ne pourrais pas me rajouter en disant « toi tu veux là-bas, moi je veux là-bas ». Si quelqu'un a déjà décidé qu'une loi serait votée, eh bien vous ne pouvez pas vous-même décider de vouloir voter la loi ailleurs. Par contre, si vous avez voté que ça a réussi, on récupère ceci, quelqu'un d'autre pourrait redemander que ça redescende ou quelqu'un d'autre pourrait encore redemander qu'à la fin de la période normale, eh bien, il y a à nouveau un vote pour encore augmenter plus vite. Donc ce serait possible vu que le marqueur a été enlevé. Voire même vous-même qui redemandez tout de suite un vote en payant à nouveau une influence et que le vote ait lieu immédiatement. Auquel cas, il y aurait eu 2 sauts dans la même année, ce qui n'empêchera pas alors quelqu'un d'autre de demander que ça redescende pour la fin d'année. Donc tout ça, c'est aussi possible, c'est le fait de proposer un vote. L'autre chose que vous pouvez faire en tant que classe ouvrière, c'est avoir la main mise sur les ouvriers qui sont sur le plateau de jeu. À savoir, pouvoir faire 3 déplacements d'ouvriers. Souvent, ce sont des déplacements qui vont partir de là, mais on pourrait très bien imaginer des ouvriers qui sont déjà en place, qui sont placés ailleurs. Alors, je suis embêté parce qu'ici, je n'ai pas grand-chose à aller. Mais par exemple, je pourrais très bien aller les faire travailler ici. Je pourrais en envoyer un qui viendrait ici et un qui viendrait là-bas. Ça fait déjà 2 mouvements. 2 mouvements sur 3, je rajoute des ouvriers dans des endroits où ils n'étaient pas encore. Ici, j'ai rajouté des gris, c'est ce qui était demandé. C'est le seul cas d'ailleurs où je peux mixer des employés avec des ouvriers et donc l'aider à venir travailler. Quand je vais quelque part, quand je déplace des ouvriers pour aller quelque part, eh bien, ils sont toujours couchés parce qu'ils sont sous contrat. Ça veut dire que pendant 1 an, on ne peut pas leur faire des misères. On ne peut pas revendre la société, on ne peut pas les empêcher de travailler ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de sécure aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. J'aurais très bien pu aussi se dire, ok, je reprends celui-là, il retourne au pôle emploi. Ah mais alors, je n'ai plus qu'une personne sur 2 qui se trouve ici, eh bien la deuxième va repartir aussi, alors je n'ai pas le choix. Et la société ne fonctionnera plus. Je retire la force ouvrière de la société capitaliste. J'aurais très bien pu dire, ok, celui-là je ne le mets pas. Avec un, je retire celui-là, ce qui veut dire que le deuxième part, mais à la place de le mettre au pôle emploi, lui je le mets là. Je vais travailler pour l'État et je vais envoyer le deuxième. Et donc, j'en aurai 2 qui aura été dans l'État. Donc, c'est bien un mouvement, 2 mouvements,
3 mouvements, j'ai fait mes 3 mouvements et je suis très content avec ça. Donc je peux retirer de quelque part. S'il n'est pas déjà sous contrat, je peux en envoyer quelque part, alors il est sous contrat. Une société doit être complètement remplie ou vidée, sauf ici parce que c'est mixte. Et alors je vais avoir tout ou rien du tout qui fonctionne. Et je vais pouvoir donc les placer en respectant le code couleur, à savoir le spécialiste quelque part. Alors imaginons que j'ai 2 travailleurs en plus. Je vais remettre ces deux-ci là. Et celui-là ici. J'ai un petit peu plus d'orange, j'ai un petit peu plus de choix. Et j'ai décidé d'envoyer les 2 premiers ici travailler pour l'État. Eh bien, dans cette cas de figure-ci, je me retrouve avec 4 ouvriers qui travaillent sur des entreprises orange. Donc, orange, je ne parle pas de la couleur de l'ouvrier, je parle bien de l'entreprise. 2 et 2. Eh bien, à partir du moment où j'ai 4 ouvriers au moins dans une couleur d'entreprise, je peux ouvrir un syndicat. Et mon 3e mouvement, ce serait d'envoyer un ouvrier orange, donc de la même couleur que le spécialiste ici. Je n'aurais pas pu envoyer un gris. Et je vais alors aller remplir ici mon syndicat orange, l'éducation, avec quelqu'un. C'est super balèze, super important pour l'ouvrier d'avoir un syndicat parce qu'il va lui procurer avant les votes par syndicat, comme c'est indiqué ici, un marqueur d'influence et 2 points de victoire lors de la phase de décompte. Donc, chaque syndicat va lui apporter quelque chose. Mais si, dans le cours du jeu, imaginons que le patron ici décide de fermer son usine et donc il fait partir ici, les 2 bonhommes partiraient, retourneraient au pôle emploi, eh bien je n'aurai plus 4 personnages travailleurs chez moi dans des zones oranges, le syndicat serait fermé aussi et il repartirait aussi. Donc si jamais le contrôle via 4 ouvriers dans des zones oranges n'est plus valide, le syndicat est fermé et repart aussi de l'autre côté. Ensuite, il peut acheter des biens et services. Les biens et services, c'est eux qui vont se mettre ici. C'est quoi? Eh bien, c'est globalement toutes les ressources que j'ai discutées avant qu'on pouvait aller chercher. On va les chercher où? Alors, on va les chercher ici, à l'état, avec le prix qui est indiqué. On peut aller les chercher sur le plateau de chaque joueur, c'est-à-dire que chaque joueur pourra avoir, je vais déjà en sortir un ici, des ressources disponibles avec un montant qui est affiché avec un petit marqueur pour dire tiens, je vends telle ressource à tel bien. Et j'ai aussi ça chez le capitaliste qui a ses propres valeurs et chacun va définir le montant d'achat de ses ressources. Je pourrais aller chercher chez lui. Je pourrais aussi, pour certains, uniquement pour les produits de luxe et pour la nourriture, aller les chercher à l'importation. Donc, je peux aller chercher là-bas où c'est disponible. Quand je vais acheter des biens et services, je peux les acheter mais avec une certaine limite. La limite, c'est quoi? Eh bien, c'est ma zone de population qui se trouve ici. Je peux acheter à hauteur de celle-ci, mais je pense que je n'ai pas mis à jour depuis que j'ai rajouté des bonhommes, je pense avec ceci et le reste, on doit être à 15. Acheter un maximum de 5 à 2 endroits différents d'un type de ressource. Donc, 5, c'est la valeur maximale d'achat chez un vendeur. Je peux acheter un seul type de ressources, donc des soins de santé, de l'éducation, de la nourriture, des produits de luxe, ce que je veux, un seul type de ressources, à 2 vendeurs maximum, donc ça peut être l'État, un joueur, l'État et l'importation par exemple, mais les mêmes ressources à hauteur de 5. Donc si j'ai envie, je pourrais acheter de l'éducation chez le joueur ici qui le vend à 8 et je peux en acheter 2, c'est un seul joueur, un type de bien et je peux l'acheter à l'État, je peux en acheter jusqu'à 5 et il le vend à 10 pièces. Donc je paierai 50 ici, plus 16 là-bas, donc 66 et je récupérerai 7 points d'éducation. Donc je peux acheter un type de ressources jusqu'à 2 vendeurs différents à hauteur maximum de ma population. L'action suivante que je peux faire, et c'est un petit peu quand même la base quelque part pour la classe ouvrière, ben c'est de faire greffe. J'ai des marqueurs de greffe et je peux dire, ben tiens, hop, je me mets en greffe là-bas où je suis. Je ne peux pas mettre en greffe là-bas où ce sont des employés. Je mets la greffe là-bas où je suis. Je peux aller mettre la greffe dans l'État. Je peux aller mettre une greffe si jamais j'avais un ouvrier dans une PME, c'est pas un problème. Souvent, je vais attaquer le capitaliste, je ne sais pas pourquoi. Et je dis, ben, ces sociétés-là, elles sont en grève. Tant que vous n'augmentez pas les salaires, tant que je ne passe pas à 30, on ne travaille plus. C'est ça. C'est vraiment ça l'objectif. Seulement, évidemment, il y a des prérequis. La première chose, c'est que je ne peux pas aller mettre la grève là-bas où j'ai des employés qui viennent de signer leur contrat. Ça, je ne peux pas. S'ils sont couchés,
Ils ont signé leur contrat cette année-ci, je ne peux pas mettre la grève. Je ne peux pas mettre la grève si jamais l'employeur paye déjà le maximum, autrement dit, soit parce qu'il le veut bien, soit parce qu'il y a une augmentation liée à la loi qui se trouve ici. Donc si on est déjà payé au max, on ne peut pas réclamer plus en fait. Donc pour pouvoir aller en grève, il ne faut pas qu'il y ait des employés qui soient sous contrat de l'année et il ne faut pas que l'employeur déjà paye le maximum. Dès que l'employeur décidera, c'est une de ses options, d'augmenter le salaire, eh bien la grève cessera. Si une grève ne cesse pas, va jusqu'au bout, donc on se retrouve comme ça, on est confronté à la classe capitaliste qui ne veut pas changer ses montants, eh bien à la fin de la manche, ces zones-ci ne produiront pas. On ne payera pas les salaires, c'est pas bien pour vous, mais il n'y aura pas de production pour le capitaliste non plus. Et alors, on retirera ça, ce qui veut dire que le capitaliste payera quand même tout ce qui est les frais liés aux usines qui sont présentes chez lui, même s'il n'a pas voulu payer ses employés. Alors, l'autre option liée à la classe ouvrière, c'est la manifestation. Et c'est un petit peu spécifique cette manifestation. Ça dépend de quoi? Ça dépend du nombre de personnes que j'ai présentes au chômage par rapport au nombre d'emplois. Eh bien, si, en admettant qu'ils soient bien formés, il n'y ait pas assez de travail, alors on pourrait lancer une manifestation. Ici, il reste quoi comme place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on est 5 à attendre au chômage. On ne sait pas travailler, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est assez formé que pour lancer les trucs. On pourra en mettre 2 ici et les autres là-bas. Si maintenant, à un moment ou à un autre, on se retrouve à beaucoup plus, soit parce qu'on a rempli les cases quelque part et donc les autres joueurs sont allés pour remplir et fermer des zones. Imaginons que ici, hop, ils ont engagé et ils ont pris des gens qualifiés ou non qualifiés. Vous voyez, ici, je n'ai plus assez de gris, j'aurais très bien pu envoyer quelqu'un de coloré. Donc ça va déjà un petit peu mieux, on se retrouve à 1, 2, 3, 4 emplacements, j'en ai 5. Et bien imaginons que j'en ai un 6e qui soit là-bas, comme ceci, ce qui aurait augmenté ma valeur ici. J'en ai 6 et je vois qu'il n'y a que 4 places. Eh bien, je peux faire une manifestation. Réclamer que l'on ouvre des nouvelles sociétés pour que ça augmente les possibilités pour mes gens qui sont au chômage. Quand c'est le cas, la manifestation est déclarée et on va pouvoir dire « faites quelque chose ». Si à un moment ou à un autre, l'État, la classe moyenne, le capitaliste fait de nouvelles sociétés et donc met des places disponibles pour que les gens puissent travailler et qu'on n'a pas au moins 2 personnages qui sont surnuméraires par rapport aux places disponibles, eh bien on va alors faire tomber la manifestation. Donc dès que les conditions ne sont plus requises, la manifestation tombe. Si à la fin de la manche, ça n'a rien changé, il y a toujours une manifestation, le joueur qui joue la classe ouvrière va récupérer 1 point d'influence. Mais il va surtout imposer des points de victoire négatifs aux autres joueurs, selon le nombre de personnes qui ont participé à la manifestation, plus le nombre de syndicats qu'il a. Donc ici, 6 plus 1, 7. J'ai moins 7 points de victoire que je distribue à qui je veux. Moins 7 rien qu'aux capitalistes, moins 2, moins 3. Je m'en moque. Je distribue 7 points de victoire négatifs ici par rapport à mon personnage que j'ai sur l'ensemble des joueurs. Donc ça permet de ralentir quelqu'un parce qu'il n'a rien fait pour empêcher que la manifestation aille à son terme. Voilà pour la manifestation. Et la dernière action possible en sacrifiant une carte à nouveau, c'est d'aller rajouter 3 cubes de vote dans le sac. Et donc je remettrai 3 à ma couleur dans le sac. Ça, ce sont toutes les actions qui sont possibles. Ensuite, à son tour de jeu, on a des actions bonus. Elles se jouent avant ou après d'avoir joué la carte. Et ces actions bonus, on peut en utiliser qu'une seule à chaque fois que c'est son tour. La première, très simple, c'est de rembourser une dette. J'avais une dette, 50, je repaye les 50, hop, je rembourse la dette. Fini. La deuxième, c'est d'aller chercher des offres qui ont été faites par l'État. L'État, ici, il peut mettre des petits marqueurs, il peut mettre des petits incitants, des trucs qui vont vous inciter à aller chercher quelque chose. Eh bien, si vous décidez d'aller reprendre ça et le remettre chez vous, de l'argent, des bonus, qu'importe, vous allez lui donner 1 point de victoire à l'État et vous allez pouvoir profiter du bien. En bonus, vous pouvez aussi inverser 2 ouvriers quelque part. Alors ça se fait essentiellement, par exemple, si jamais j'avais un moment ou un autre, j'avais très peu de choix et j'avais été mettre ceci, puis j'ai un ouvrier gris qui est arrivé, eh bien lui, ça pourrait être un gris, donc je vais le récupérer et je vais mettre celui-là à la place. Voilà. C'est vraiment le cas le plus basique, c'est ça, c'est récupérer un ouvrier qualifié qui était quelque part pour remettre un ouvrier non qualifié à la place. S'il était debout, il vient debout, s'il était couché, il vient couché. Il prend le poste tel qu'il est. Et enfin, il y a les actions les plus utiles quelque part par rapport à la classe de l'ouvrier, c'est justement de faire monter ce marqueur de prospérité. Je vais pouvoir dépenser à hauteur de ma population, ici 5,
Soit des soins de santé, je vais soigner les gens, soit de l'éducation, je vais les éduquer, soit des produits de luxe. Donc des trucs que j'ai été acquérir précédemment et que j'ai été stocker là-bas. Imaginons qu'effectivement, j'ai été acquérir, je vais prendre le plus simple, j'ai été chercher des produits de luxe, j'en ai acheté, je les ai trouvés, on me les a offerts, qu'importe, j'en ai 5. Hauteur de ma population, je dois en dépenser 5. Action bonus, j'en dépense 5. Ça augmente de 1 ma prospérité. Je fais donc 1 point de victoire vu que je suis sur la zone 1. J'aurais pu le faire aussi avec de l'éducation. De l'éducation, j'avais 5 en éducation. Hop, je dépense 5. J'avance ici, ça me fait 2 points de victoire. J'augmente de 2. L'éducation, là-bas les produits luxe ne fait que augmenter de 1. Eh bien, ça permet de changer la couleur d'un bonhomme gris. Éventuellement de quelqu'un qui est déjà formé, mais ce n'est pas le plus utile, vu que le plus utile, c'est effectivement d'avoir des gens qui sont formés en plus. Donc imaginons celui-là, hop, il devient formé, il devient vert. Ça, c'est l'éducation. Et enfin, j'ai la possibilité de soigner les gens, de leur donner des soins de santé. Là-bas, en le dépensant, ça monte de 1, c'est le même truc. Hop, j'avancerai de 3 parce que je suis à 3, vous voyez, ça peut monter très bien. C'est pour ça qu'à chaque manche, ça va redescendre de 1 pour lui. Je vais ici remonter de 1, donc passer à 3. Et les soins de santé, ça va augmenter la natalité. Et du coup, je vais augmenter en rajoutant quelqu'un ici pour travailler au chômage. Et ça augmente de 1 ma population. Et donc, j'avance de plus en plus loin. Donc, quand vous en faites beaucoup, ceci, c'est très utile. Et vous mettez beaucoup de monde présent alors au pôle emploi. Voilà pour les actions du joueur de la classe ouvrière. Ensuite vient la phase de production. Logiquement, vous ne faites rien du tout là-dedans parce que vous êtes là, vous êtes la force de travail, vous allez toucher de l'argent par rapport à la production, mais le résultat de la production, c'est pour chaque autre joueur. Sauf si vous avez éventuellement chez vous une ferme coopérative qui alors vous permet, en ayant placé des bonhommes dessus, que des petits gris, s'il n'y a pas besoin de quelque chose de très difficile, à gagner de la nourriture. Donc vous allez toucher 2 par ferme coopérative. C'est une carte qui vous permet de construire une ferme coopérative. C'est la seule construction et elle se met ici à côté de vous, elle ne se met pas sur le plateau de jeu. Ensuite, vous allez devoir nourrir la population. À hauteur de votre population, 5 ici dans mon exemple, je vais devoir payer pour leur donner à manger. De la nourriture que je vais aller chercher chez les autres joueurs si c'est disponible, que je vais aller acheter au pire à l'importation pour payer ici. N'oubliez pas, quand vous payez à l'importation, il y a une valeur de base de 10 par exemple ici, plus 5 qui sont des taxes. Et donc, je dois payer 15 par nourriture que je vais acheter ici, sachant que les 5 fois X nourriture va dans le trésor, tandis que le 10 fois X nourriture va à la banque. Une fois qu'on a payé à manger à tout le monde, on va payer ses taxes. Alors les taxes, il a ses propres tableaux et c'est un tableau qui va dépendre de la position de la ligne 3 et de la ligne 2. Donc ici, 3A plus 2B, on va se retrouver à une valeur de 4 vers 10 multipliée par la hauteur de population. Donc 4 fois 5, je paierai 20 ici. Je paye 20 à l'État, c'est comme ça qu'on renfloue les caisses de l'État. Et donc, selon la valeur qui se trouve ici, sachant que la plus mauvaise, ce serait 3A et 2A, auquel cas, on paierait 7 multiplié par la valeur de population, donc 35 dans mon exemple. Ça, c'est la taxe. Ensuite, après la taxe, on va arriver à la phase d'élection. Phase d'élection, donc par syndicat, on va récupérer d'abord un cube. Phase d'élection, on va regarder la hauteur de la population divisé par 2 arrondi au supérieur. Donc ici 5 par 2, 2,5 arrondi au supérieur 3, je vais rajouter 3 cubes dans le sac. Il y a tout ce qui se passe au niveau élection. Puis ensuite, j'arrive à la phase des points de victoire. Je vais avoir 2 points de victoire par syndicat qui se trouve ici et c'est tout pour moi. Et on repart sur une nouvelle phase de préparation. À la fin du jeu, pour le joueur qui tient la classe ouvrière, il va avoir des points de victoire selon toutes les lois qui se trouvent ici dans la première colonne. Et donc ici, j'en ai qu'une seule. Si j'en avais plus, ce serait mieux. La première colonne, c'est pour la classe ouvrière, la deuxième, la classe moyenne, la troisième, pour le capitaliste. Selon le nombre que je vais en avoir ici, je vais en avoir de plus en plus de points de victoire. Pour 1, c'est 1, 4, 8, 12, 18. Donc c'est vraiment, selon le nombre que j'ai, je vais avoir de plus en plus de points de victoire. Je vais aussi avoir des points de victoire par rapport à l'argent. C'est marrant parce que la classe ouvrière, elle n'a pas nécessairement en tête d'avoir beaucoup d'argent, mais à la dernière phase, n'oubliez pas qu'il y aura une dernière phase de production où on aura payé les salaires. Et donc, la classe ouvrière, elle aura eu de l'argent de la dernière phase. Pour chaque 10 sous, donc pour chaque 10 Vardis qu'elle a, elle touchera un point de victoire, mais il y a un maximum de 15 points de victoire ainsi. Et c'est assez commun qu'elle ait plus de 150 Vardis à la fin du jeu. Voilà pour la classe ouvrière, c'est déjà un beau petit morceau. Exit la classe ouvrière, bienvenue la classe capitaliste. Alors je ne fais pas
La classe moyenne d'abord, parce que vous allez voir, quand on joue à deux, déjà il n'y a que ces deux-là qui sont, donc la classe ouvrière et la capitaliste, mais la classe moyenne, c'est globalement un mix des deux premières. Donc, la classe capitaliste, déjà première chose à dire, c'est qu'elle a deux zones ici. Une zone pour ses revenus, une zone pour son capital. Ses revenus, c'est l'argent qu'elle a et qu'elle dépense en priorité, donc elle va toujours prendre de l'argent ici. Si jamais elle n'a plus d'argent ici, qu'elle doit dépenser quelque chose, elle va aller le chercher dans le capital, mais on va essayer d'éviter. Par contre, le capital, c'est là-bas où il va vraiment scorer ses points de victoire. Et donc, c'est ici que c'est super important pour lui d'aller chercher, d'aller mettre de l'argent dans le capital. Pour le capitaliste, c'est vraiment ça. Il faut savoir que quand il prend une dette, l'argent lié à la dette, donc il va devoir payer quelque chose s'il avait besoin des 50, mais ce qui va rester des 50 va rentrer directement dans son capital. Alors lui, il a son petit plateau, pas de syndicat évidemment ici, il a un marqueur qui va suivre l'argent qui est dans son capital, il a un marqueur d'influence qui n'est pas à vendre, et puis il a 3 box où il peut stocker du matériel, et qui sont des matériels qui sont à vendre. Il y a un prix, un montant ici qu'il va lui-même décider, vous allez voir comment, par rapport au prix de vente pour chacun. Ici, il y a malgré tout une limite, c'est-à-dire cette limite-là, elle est indiquée ici, donc c'est 12, 12, 12 et 8, donc il y a un stockage limité. Alors, pour la nourriture et les produits de luxe, il a un stockage annexe, qui est un stockage ici, qu'il pourrait éventuellement placer, mais ce serait uniquement des produits qu'il destinerait à l'exportation. Et l'exportation, elle est ici, c'est lui et la classe moyenne qui va l'utiliser. Et ici, il a des accords d'affaires qu'il va pouvoir faire, c'est uniquement réservé pour lui. D'ailleurs, dans sa phase de préparation, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir le fait de payer ses dettes, si jamais il en avait, donc 5 voire 10 par dette. Il va avoir le fait de récupérer une main de cette carte, donc récupérer 5 cartes pour sa main. Et ensuite, il a à charge de changer le business deal qui se trouve ici, en mettre un nouveau. Potentiellement en mettre 2, potentiellement 0, je vous ai dit, ça dépend de la loi qui se trouve ici, le nombre qu'il y en a, et de changer la carte d'exportation qui se trouve là. Donc ça, ce sont ses tâches à lui de préparation, pas très compliqué. La dernière action de préparation qu'il va pouvoir faire, ça va être de changer les cartes qui sont ici, sont des usines qu'il peut construire pendant cette manche-ci. Il peut décider d'en retirer X et d'en remettre des nouvelles à la place. Il peut décider de tout garder. Si jamais c'était vide et comme il n'a pas pu les recharger pendant la manche, c'est ici qu'il va en remettre 4 nouvelles. Les usines ici sont des usines comme les autres, sauf qu'ici on a une petite spéciale, ce sont celles qui n'ont pas besoin de personnel pour travailler. Elle est full automatisée. Dans ces actions, s'il décide de ne pas faire l'action de la carte, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme les autres, il a sa propre grande carte ici avec tout ce qu'il y a moyen de faire pour lui. Dans ces actions possibles en tant qu'État, eh bien, comme les autres, il va pouvoir aller prendre une action, sacrifier donc l'action de sa carte pour aller faire une action à lui, pour aller demander un changement de vote. La taxation, souvent, on demande un vote immédiat. Ainsi, elle change tout de suite parce que les paiements des impôts a lieu avant le vote global. Donc, tout vote normal aura lieu surtout pour la manche suivante. Ça, c'est l'action la plus normale. L'autre action qu'il peut faire, c'est de construire une usine. Construire une usine, il paye le coût, il la place. Une usine full automatisée, elle arrive, elle va fonctionner directement. Il peut construire une usine qui soit une usine avec des gens dessus. Je paye 16, je le mets. Et là-bas, je vais regarder. Est-ce que j'ai de quoi remplir mon usine en tant que travailleur? Eh bien oui, ici, j'ai un ouvrier. Et là-bas, je pourrais mettre un vert ou un gris, mais s'il y a des gris, je suis obligé de mettre des gris. Ils viennent travailler, ils sont sous contrat pendant 1 an, j'ai l'assurance qui est rien de spécifique et je mets mon salaire associé au salaire minimum. Je construis une usine, si je sais la remplir, directement elle est remplie. Et si je construis une usine et que directement je ne sais pas amener des gens dessus, je mets mon salaire, eh bien il ne se passe rien. Parce que ce n'est plus moi qui déciderai, même si plus tard il y a des oranges qui apparaissent et que je pourrais remplir mon usine, c'est pas de chance, il faudra que lui décide de venir dans mon usine et c'est plus moi qui peux l'imposer. Donc je ne récupère des gens dans mon usine que si quand je construis, il y a des gens au chômage et que je sais remplir mon usine grâce à cela. Et si j'ai le choix entre les deux, je peux choisir si je prends des ouvriers ou des employés, mais je ne mixe pas, jamais. Quand j'ai construit des usines et qu'il y a des vides, ça ne se comble pas, ce sera comblé à la phase de préparation. Tout comme j'ai pu construire des sociétés, je peux décider de les revendre. Eh bien, je revends, je retouche l'argent, je retire ça et je repars et ça va à la défausse. Je peux aussi décider de vendre même s'il y a des gens dedans. Par exemple ici, je peux décider de revendre mon collège. Du coup, hop, eux, ils retournent au pôle emploi. Ça, c'est retiré. Et je touche l'argent qui est au-dessus. Donc, je retoucherai les 16 ici. Je ne peux pas, par contre, revendre une société pour laquelle j'ai des gens qui sont en contrat.
Ici, dans mon exemple, j'ai retiré une société orange, ce qui veut dire que ça a un impact pour le rouge. Je vous rappelais qu'il avait un syndicat orange, il n'a plus que 2, et donc il va devoir fermer son syndicat orange parce qu'il faut qu'il y ait au moins 4 personnages travaillant sur des sociétés orange qui lui appartiennent pour qu'il puisse faire un syndicat associé. Donc le fait qu'il y en ait des employés, ça ne compte pas pour lui pour le syndicat. Alors dans le jeu, le capitaliste aura l'occasion de mettre des petites roues pour augmenter la productivité. Ça se met à des endroits où il y a une usine qui fonctionne déjà, sur lequel il y a un symbole roue qui est noté, auquel cas je peux l'ajouter et ça augmentera la productivité. Par contre, ça ne s'ajoute pas sur les cartes qui sont déjà des cartes full automatisées. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire un business deal, donc faire un accord ici pour aller acheter quelque chose. Et bien ici, je paye 50 plus un bonus associé à la position de l'État par rapport au commerce extérieur. Ici, on se trouve en B, donc c'est plus 12. Donc 50 pour moi, 12 pour l'État. Et je vais récupérer ici 12 petits marqueurs de luxe. Donc je vais aller récupérer ici. Alors, je vais récupérer 12, mais on a vu que ici, j'étais limité à une place de 12. Je peux très bien les envoyer, les 12 ici, ou les récupérer les 12 là-bas et en mettre 2 sur le côté. Donc, j'ai un stock maximum de 12. Et alors là, c'est défaussé, c'est de faire une business deal, donc d'aller faire ce type d'action aussi. À quoi ça va me servir? Eh bien, ça va me servir pour aller faire l'action suivante, qui est d'aller exporter. Utiliser la case d'export, donc c'est aussi une action, c'est je vais aller vendre. Je vends autant que je veux, sauf que je ne peux activer une seule fois que chaque ligne. Autrement dit, ici, j'ai 14. Donc 14, j'ai la vente ici à 2, la vente à 6. Donc je pourrais dire que je peux faire 2 x 6 et 1 x 2, ça fait bien 14, ou je fais 7 x 2, ça fait bien 14. Sauf que je peux faire qu'une seule fois chaque ligne, donc je peux vendre 1 x 2, 1 x 6, donc je pourrais en vendre 8, ça ce serait OK. Sachant qu'il y en a 2 ici qui sont obligatoirement vendus à l'export, et donc je vais en rajouter 6. Et donc j'ai vendu la ligne à 2 et la ligne à 6, donc j'ai touché 45. Je pourrais aller vendre ceci, non, parce que j'en ai que 2, il en faut 4. Je pourrais vendre de la nourriture, non, il en faut 3. Donc les autres choses, je ne sais pas le faire. Une fois qu'elle est faite, la carte reste là. Je pourrais aller revendre, reprendre une nouvelle action pour refaire une vente à l'export. Donc une action possible, vendre à l'export, une action possible, faire un business deal. Je peux aussi payer un lobby et donc payer 30 Vardis ici pour avoir 3 cubes d'influence. Toujours une action aussi. Et enfin, l'action standard, c'est remettre des nouveaux cubes là-dedans. Donc je passe mon tour et je vais mettre 3 cubes en plus dans le sac. Voilà pour toutes les actions normales du capitaliste, des actions qui nécessitent une carte qu'il ne fera pas pour faire l'action spécifique. Ensuite, j'ai les actions libres, les actions bonus, toujours avant ou après son action, et une seule par manche. Comme quoi, changer les prix, c'est une action libre. Dire que tiens, ce sera plus cher, ça ce sera moins cher. Voilà, je fais un petit peu ce que je veux à ce niveau-là. Je peux modifier mes prix ici. Ce que je peux aussi faire, c'est changer mes salaires. Je peux changer tous mes salaires. Partout où j'ai des gens qui travaillent, donc là-bas je peux changer mon salaire, je peux augmenter, il ne se passe rien du tout. Là-bas, j'augmente mon salaire. Alors, les gens qui travaillent sont tous très contents et ne vont pas faire la grève, ne vont pas machin. La société, je ne peux pas la vendre parce que les gens sont tous couchés. C'est comme si je signais un contrat de travail d'1 an. Si jamais le minimum était à 1 là-bas et j'augmente et je passe à la moitié, ils sont contents aussi. Hein. Ça compte aussi. Et là aussi, ils seraient contents et ils s'arrêteraient là-bas. Et pour ça, il faut pouvoir partir du bas et remonter. Donc, ça c'est possible, mais globalement, c'est souvent vers le haut, quand on arrive au maximum. Du coup, ils sont couchés, ils sont contents, il ne se passe plus qu'un d'autre de spécifique. Alors, je peux aussi payer un petit bonus à mes employés pour qu'ils soient contents, qu'ils restent chez moi cette année-ci. Si je sens qu'un des joueurs va récupérer ces personnes pour les mettre ailleurs, eh bien, je peux leur payer 5 Vardis. Je donne 5 Vardis au propriétaire. Et alors, là-bas, imaginons que j'ai payé 5 à lui. C'est couché et ils ne pourront plus partir. Ils vont rester là cette année-ci. Je suis certain qu'ils seront là. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Je peux aussi, c'est rembourser ma dette. Si j'ai mes 50, hop, je rembourse mes 50 et je rembourse ma dette. Je peux aussi acheter un nouvel espace de stockage, c'est ici, ça coûte 20 Vardis et je le place à hauteur d'une de mes zones et ça augmente de 8 ou de 12 le stockage associé à cette zone-là. Donc si j'ai beaucoup de production, je n'ai pas tout le temps envie de la mettre à l'export, j'ai envie de les garder, j'ai envie que les autres joueurs viennent me l'acheter. Pas oublier que ici, ça peut être acheté par les autres joueurs, eh bien je vais le garder ainsi, mis à disposition pour les autres. Et enfin, comme pour l'ouvrier, je peux aller chercher un bénéfice d'État qui aurait été placé ici. Je lui donne un point de victoire. Moi, je récupère le bénéfice, l'argent et tout ce qui va avec. Ça, c'est toutes les actions
qu'il va pouvoir faire. Ensuite, on en arrive à la phase de production. Phase de production, chacun produit, moi je paye mes salaires, je touche ma production qui doit être stockée ici, potentiellement là-bas si ça déborde, ou dans mes entrepôts que j'ai été mettre en plus. Ensuite, je vais payer mes taxes. Les taxes pour les capitalistes dépendent du nombre de sociétés qui produisent. 1, 2, 3, 4, celle-là elle ne produit pas, il n'y a personne dessus. Qui produit, mais qui produit potentiellement, c'est-à-dire qu'une société qui était en grève, qui n'a pas produit réellement, mais la grève est levée avant de payer les taxes, du coup, on va regarder un petit peu et on va effectivement considérer que la société pouvait produire. 1, 2, 3, 4 qui produit, fois le multiplicateur de taxes ici, donc je paye ici 20. C'est pour ça que c'est super important pour lui que ce soit le plus bas possible, parce que comme il peut avoir beaucoup de sociétés, plus c'est haut, plus il va perdre de l'argent. Cet argent-là va à l'État. Enfin, il va payer par rapport à son revenu, l'argent qui se trouve ici, et il y a un tableau ici qui indique, selon la politique 3A, 3B ou 3C, le montant qu'il va payer, donc c'est tout ce qui est l'impôt sur le revenu, tout ce qu'il va payer ici, qui va aller à nouveau pour l'État. Vient ensuite la phase de vote, à nouveau le nombre de sociétés qui sont disponibles ici, productibles de l'État, divisé par 2, arrondi au supérieur, on met des cubes dedans, on fait les votes, et on en arrive à la phase suivante, on va aller marquer des points de victoire. Ces points de victoire à lui, eh bien, ça va dépendre de l'argent qu'il va pouvoir aller mettre dans son capital. Une fois qu'il a payé tout son revenu va aller dans le capital et on va voir ce qu'il a maintenant dans le capital. Là, je suis à 120, ce qui veut dire que je mets mon marqueur à hauteur de 120, 100, 125, donc je vais me retrouver ici sur le 5. J'avance de 1, 2, 3, 4, 5. Chaque avancée lui vaut 3 points de victoire. Une avancée de 5, 3 points de victoire x 5, 15 points, plus l'endroit où je suis, à savoir 5, et hop, me voilà avec 20 points de plus en une seule fois. Il faut mettre les 120, d'accord, mais c'est possible. Et donc, il va avancer. Si, à la fin d'une manche, il a été obligé d'aller puiser dans son capital, il n'a plus tout ça, il n'a pas su remettre autant, et imaginons qu'il n'a plus que 70. 70, ça veut dire qu'il serait ici. Il ne va pas reculer, son marqueur reste là-bas au plus haut qu'il a atteint. Il ne va donc pas perdre des points de victoire, il ne va pas en récupérer plus tard quand il remontera, mais par contre, il va marquer juste les points de victoire de l'endroit où il aurait dû être, autrement dit sur 50, ça fait 3 points de victoire. Donc si ça doit reculer, il marquera les points de victoire de l'endroit où il est. Si jamais ça ne bouge pas, il marquera les points de victoire de l'endroit où il est. Et si jamais il avance, il marquera les points de l'endroit où il est, plus 3 points de victoire par avancée. Donc ça, c'est super balèze pour lui. C'est beaucoup de points de victoire qu'il peut aller récupérer ainsi, en montant en plus assez facilement dans le capital. C'est peut-être la classe la plus facile à jouer dans le début du jeu, dans vos premières parties, parce qu'elle va savoir avoir de l'argent. Elle va savoir les vendre et derrière manche, elle va pouvoir en mettre peut-être beaucoup. Il y a des cartes qui lui permettent aussi de sauver de l'argent sans passer par la taxe, donc faire de l'évasion fiscale. Tout ça, c'est très possible. Et c'est peut-être celle qui va peut-être le plus souvent gagner le temps que vous maîtrisiez bien le jeu. Mais c'est juste le temps que vous maîtrisiez bien le jeu. À la fin du jeu, il va aussi marquer des points de victoire par rapport au nombre de marqueurs qui sont ici, 1, 4, 8, 12, 18 si je ne m'abuse. Et il va ensuite marquer des points de victoire par rapport aux ressources qui lui restent. Par 2, un point de victoire, par 3 ou par 3, un point de victoire. Par contre, s'il lui reste encore une dette qui n'a pas été remboursée, il perdra aussi un point de victoire. Et voilà pour le capitaliste. On en vient à la classe moyenne. La classe moyenne, vous trouvez un plateau qui ressemble très fort à ce qui est possible avec la classe ouvrière, toute la partie au-dessus, prospérité et puis la hauteur de population que l'on a. Et puis à côté de ça, il a ici tout ce qui était stockage de marchandises lié à la production de ses PME et puis son stockage personnel. Il faudra faire une différence entre le stockage de marchandises qui sont ici et le stockage personnel, parce que quand il va vouloir dépenser des ressources, il ne peut pas les stocker de ses entrepôts. Il va devoir faire une action qui va être de récupérer ça pour les mettre ici avant de pouvoir les vendre. Ça, c'est vraiment son usage personnel, il est ici. Ça, ce sont les entrepôts, c'est ce que les autres joueurs peuvent acheter chez lui, par exemple. La prospérité, c'est le même type de marqueur qu'à chaque fois qu'il va avancer, je vais gagner une valeur associée à mon avancée, donc là-bas où je me retrouve. Eh bien, lui, dans les phases de préparation, au niveau de la classe moyenne, la première chose qu'il va faire, après avoir payé éventuellement 5 Vardis par dette qu'il a, ça va être de faire descendre son marqueur de prospérité de 2 crans. Donc, s'il était à 0, il ne se passe rien. S'il était à 1, il descend de 1. Mais lui, il va descendre de 2. Là-bas où la classe ouvrière ne descendait que de 1, lui, il va descendre de 2 à chaque manche. Ce qui veut dire que ça, c'est beaucoup plus difficile pour lui à faire monter vu qu'il descend de 2 à chaque fois. Il y a une possibilité pour lui de le faire monter automatiquement, on verra ça dans les phases plus loin, mais globalement, cette partie-là, c'est la même.
lui, il a aussi besoin d'argent, lui, il a aussi des sociétés, donc il a un petit peu le cul entre deux chaises, entre ce que fait la classe ouvrière et ce que fait le capitaliste. Donc, préparation, j'ai payé mes dettes, je descends de 2 mon marqueur de prospérité. Comme le capitaliste, ici j'ai 3 sociétés que je peux construire, eh bien je peux les changer, en retirer 1, 2 ou 3, si jamais c'était pas vide. Si c'est vide, ben, on va en rajouter simplement, et puis en remettre des nouvelles pour revenir à 3. Je vais aussi, tout comme la classe ouvrière, rajouter automatiquement des personnages ici, sauf qu'ici moi c'est automatiquement un gris, comme indiqué, plus un de la couleur que je veux. Bah, tiens, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y aurait besoin peut-être dans la zone ici, et rajouter en conséquence. Je rajoute un vert, qu'importe. Et enfin, je vais retourner 0, 1 ou 2 cartes et rajouter ce qui est indiqué. Donc ici, ce serait à nouveau un employé gris. Je n'oublie pas, à chaque fois que je rajoute quelque chose, de modifier mon marqueur de population. Donc ici, j'en ai rajouté 3, donc je peux remonter à 3. Je vais peut-être mis tantôt dans le jeu, donc 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 4, 14. Donc j'en avais peut-être rajouté un tantôt. Et donc bien être à hauteur de ma population. Comme tout le monde, je remets ma main à cette carte. Vient ensuite ma phase d'action. Ma phase d'action, quand je ne joue pas l'action de la carte et que je fais les actions ici, mais comme tout le monde, je peux aller mettre une proposition pour un vote. Donc lui, son intérêt, c'est d'être tout au milieu. Ça fait un petit peu la balance entre les deux, entre ses besoins et ce qu'il y a ailleurs. Souvent, les autres veulent changer de côté, donc ouais, c'est bon, pas de problème. Par contre, quand ça tire de l'autre côté, ben, c'est un petit peu plus embêtant. Donc vous êtes souvent à la balance avec un groupe ou un autre, selon ce qui va un petit peu bouger et par rapport à vos intérêts. C'est peut-être celui qui va le moins souvent proposer des votes. Du coup, c'est peut-être celui qui gagne le moins souvent les 3 points de victoire quand un vote est passé. Donc ça, c'est un petit peu difficile, mais du coup, il va faire d'autres actions pendant ce temps-là. Comme l'ouvrier, il peut attribuer des postes à ces gens, donc les gens qui sont en attente, pour peu qu'il y ait des postes disponibles, ou les déplacer, les mettre ailleurs et tout ce qui va avec. Je pourrais très bien fermer ceci pour aller là-bas et dire, bah, tiens, ok. Donc j'ai droit à 3 déplacements. Là, j'ai fermé ici. Ok, c'était mon choix. Pour aller travailler ici, j'ai peut-être besoin de plus d'argent par rapport au salaire normal que par rapport à la production, que sais-je. Donc lui aussi peut faire 3 déplacements de personnes. N'oubliez pas que quand ils arrivent quelque part, ils sont couchés, ils sont sous contrat. Tout comme le capitaliste, il peut construire ses entreprises. Si jamais il y a des gens disponibles pour venir travailler, ils viennent directement travailler. Il peut aussi les vendre dans l'autre sens. Je peux revendre celle-ci, je touche les 12, je retire, j'ai déjà retiré mes gens ici, et hop là je vais les défausser et ça partira. Donc ça c'est possible. Tout comme la classe ouvrière, il peut aller acheter des biens. Un type de bien à hauteur de sa population jusqu'à 2 endroits différents. Donc ici, je pourrais aller acheter ceci, ça me coûterait 5 x 4, je pourrais en acheter 4, donc ça me ferait 20. Et je pourrais prendre chez moi, parce que celui-là, c'est gratuit. Quand j'achète de chez moi et que je le déplace ici de mon entrepôt, toujours à hauteur de ma population, je ne paye pas le coût. Ou je vais l'acheter ailleurs, qui est disponible chez le capitaliste, ou éventuellement, si c'est un autre type de produit, je peux aller le chercher à l'import. Donc, comme l'ouvrier, un type de produit à 2 endroits différents et à hauteur de sa population. Tout comme le capitaliste, il peut vendre dans le marché d'exportation. Toujours les mêmes règles, maximum une ligne, mais je peux faire chaque si j'ai de quoi vendre à chaque ligne. Donc je vais avoir de l'argent ainsi. Je peux aussi faire travailler une de mes usines en heures supplémentaires, auquel cas je vais coucher toutes les personnes qui sont dessus, éventuellement des travailleurs de la classe ouvrière. Je paye les salaires s'il y a des travailleurs de la classe ouvrière, sinon j'ai rien à payer. Et je reçois les ressources. Donc ici, je reçois 2 en nourriture, vu que j'ai fait travailler ici. Dès que je fais un travail en heures sup, les gens sont couchés. C'est aussi un contrat, ça veut dire qu'on ne peut plus vendre l'usine, qu'on ne peut pas faire de grève et tout ce qui va avec. Et comme les autres, je peux jouer ma carte juste pour ajouter 3 cubes de plus dans mon sac. Ok, ça c'est le standard. Dans mes actions bonus, je retrouve tout ce que j'ai trouvé ailleurs. Je peux rembourser ma dette. Je peux aller chercher les bénéfices d'État qui sont ici. Auquel cas, l'État gagne un point de victoire. Tout comme le capitaliste, je peux changer mes salaires, toujours dans la limite par rapport ici à la loi. Si j'augmente et qu'il était debout, ben, il va être couché. Sinon, si je pouvais descendre, je peux descendre. Enfin, qu'importe, je fais la même chose que le capitaliste, tout ici. Tout comme lui, je peux aussi changer les valeurs ici. Donc, je peux changer chaque valeur en faisant une action bonus. Comme l'ouvrier, je peux dépenser des ressources que j'aurai ici, pas là-bas, des ressources que j'ai ici en éducation, en luxe ou en soins de santé pour faire augmenter mon marqueur de prospérité et gagner les points de victoire qui vont avec. N'oubliez pas, quand vous dépensez en éducation
vous formez quelqu'un, logiquement un gris vers une autre couleur, mais on pourrait transformer la couleur de quelqu'un existant. Et n'oubliez pas, quand vous dépensez en soins de santé, vous allez rajouter un bonhomme ici. Attention, c'est toujours un bonhomme, comme pour l'ouvrier, c'est toujours un bonhomme qui est non formé, qui rentre en plus dans le jeu. Et enfin, tout comme la classe ouvrière, vous pouvez inverser deux personnages qui seraient quelque part ainsi. Vient ensuite la phase de production. On se retrouve avec la production, je touche l'argent partout où je suis. Moi aussi, je vais payer. Si jamais il y a un travailleur de la classe ouvrière, je vais payer aussi pour lui. Il récupère sa production qui est ici. Et il va devoir ensuite payer, tout comme l'ouvrier, à hauteur de sa population, une nourriture par population. Il la récupère ici, il l'achète chez les autres, il l'achète au commerce d'importation. Éventuellement, n'oubliez pas, une valeur de base et une valeur potentiellement en plus liée à l'État. Ensuite, il va payer des taxes. Tout comme le capitaliste, il va payer par rapport au nombre de sociétés qu'il emploie, multiplié par la valeur de la taxe ici. Donc 1 fois 5, 5. Et puis il va payer aussi un petit peu comme la classe ouvrière, en fonction des politiques 2 et 3, selon leur positionnement. Il y a un petit tableau qui se trouve ici. Et il va prendre la même chose. Ici, on est en 3A, 2B, donc c'est 4, tout comme l'ouvrier. Et il va payer ça multiplié par le nombre de sociétés qui se trouvent ici, dans lequel il intervient. Donc il est 1, 2, 3, 4 sociétés dans lesquelles il intervient, 4 fois 4, ça fait 16. Tout ça va pour l'État. Ensuite vient les votes, lui il a le choix. Soit il va garder la hauteur de sa population qui se trouve ici, divisé par 2, arrondi au supérieur, soit il va garder le nombre de sociétés qui sont complètement fonctionnelles. Complètement, ça veut dire aussi avec un travailleur qui se trouve dedans, un travailleur de la classe ouvrière. Donc il va prendre la moitié arrondie au supérieur des sociétés complètement fonctionnelles, soit la moitié arrondie au supérieur par rapport à la population. Il va rajouter ça en cubes dans le sac, donc ici ce serait 2 cubes en plus dans le sac, puis a lieu les votes, et on a déjà expliqué tous les votes qui allaient avec. Dans la phase de point de victoire de scoring, lui, il va avoir un scoring par rapport à son marqueur de prospérité et le nombre de sociétés complètement opérationnelles qui sont ici. Pour peu que le nombre de sociétés complètement opérationnelles soit supérieur, strictement supérieur à sa prospérité, alors sa prospérité monte de 1. Comme elle monte de 1, il touche les points de victoire associés au positionnement où il vient de monter. Donc son intérêt à lui, c'est d'avoir beaucoup de sociétés ici qui soient complètement opérationnelles. Un truc où j'ai quelqu'un qui ne veut pas venir travailler chez moi parce qu'il a décidé de ne pas être là alors qu'il a du boulot, c'est mauvais pour moi, il vaut mieux encore la vendre et en remettre une autre dans laquelle je forcerai à la création à ce qu'ils viennent. Eh bien, ces sociétés-là vont me permettre de monter ici parce que sans ça, je descends de 2 au début de chaque manche. Et donc, c'est très difficile à monter rien qu'en dépensant en éducation, en soins de santé ou en produits de luxe parce que vous descendez plus vite que vous ne mettez de l'argent dedans pour remonter. Mais le fait d'avoir ça vous permet de compenser, de récupérer une montée gratuite, en plus qui score des points de victoire. Et donc, c'est très important, très utile pour la classe moyenne. En fin de partie, à nouveau un mix des deux, on va avoir par rapport au nombre de marqueurs qui se trouvent ici des points de victoire, 1, 4, 8, 12, 18, ça ne change pas. Je vais aussi avoir par ressources restantes ici par 2 ou par 3 un point de victoire et par 15 vardises restants un point de victoire mais sans plafond lui, ce n'est pas comme le plafond que pourrait avoir la classe ouvrière. Et voilà pour le troisième, pour la classe moyenne. Ça avance. Alors l'État. L'État, c'est la classe la plus spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle, elle fait un petit peu rien que font les autres. C'est pour ça que c'est aussi quand vous êtes à 3 joueurs, c'est elle que vous ne jouerez pas. Quand vous ne jouez pas, ça a comme impact que il n'y a pas ces cartes-ci qui sont présentes, il n'y aura pas de bonus apporté à l'État, puis c'est tout. Le reste sera toujours disponible, seulement vous allez le suivre vous-même, vous allez respecter les règles globales associées à l'État. L'État, lui, il a des espaces ici de stockage, qui sont aussi comme les autres avec une limite de production maximale, mais c'est quelque chose dans lequel il ne va pas lui-même rentrer des trucs parce qu'il n'y a pas de production qui vont ici. Toutes les productions qui sont liées de ces sociétés, elles vont arriver ici directement à disponibilité. Mais parfois, la classe capitaliste peut lui vendre des produits de luxe, auquel cas il en aurait à vendre. Et ce serait ici, systématiquement, et il y a un prix fixe qui est associé. Par contre, l'influence qui est là, c'est à lui, on ne peut pas l'acheter. L'influence qu'on peut acheter, c'est celle-là. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être bien vu par tout le monde. Et donc, il a 3 marqueurs ici de légitimité et il va essayer d'être bien vu par chaque classe. Et ce qui est important pour lui, c'est que tout le monde monte plus ou moins au même niveau parce que quand quelque chose est monté, quand il va avoir du scoring, ça va être les classes les plus en arrière qui vont scorer. Donc, ce sont chaque fois les 2 en arrière, souvent, qui vont permettre de scorer quelque chose. On y revient. Donc,
son marqueur de légitimité, il va essayer de faire en sorte d'en avoir un maximum. Et c'est pour ça qu'il va avoir dans ses cartes et dans tous ces trucs des petits symboles qui vont être des symboles comme ceci, qui vont lui dire tu augmentes. On a vu tout à l'heure dans la classe ouvrière qu'il y avait des cartes effectivement avec ce petit symbole là. Et bien ça le fait monter ainsi. Et parfois il y a un autre symbole qu'il va retrouver sur ces cartes ou ailleurs. C'est un symbole avec ceci qui est plus important. On le retrouve d'ailleurs ici sur cette carte là. Avec le plus 1. Eh bien, c'est un plus qui va être fait et qui va être gardé tout le temps et qui va être des augmentations permanentes de manche en manche. Donc ça, c'est super important pour lui d'arriver à en collecter. Ça fait une augmentation facile à chaque manche. Sa phase de préparation est assez simple. S'il a des emprunts, il va rembourser 5 sous. Il va rafraîchir les 2 cartes ici qui sont des événements qui ont lieu et il va rafraîchir une carte qui est son agenda politique. L'agenda politique, c'est son objectif de fin de manche au niveau de la position de chaque chose. En toute franchise, ne vous tracassez pas de ça dans le jeu. Si à la fin de la manche, vous avez des points de victoire accordés à l'agenda politique, c'est tant mieux. Mais il y a d'autres valeurs qui sont intéressantes pour vous que simplement vouloir grappiller un point de victoire par rapport à quelque chose qui serait très néfaste pour vous si jamais ça arrivait à ce niveau-là. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous les chefs quand même. Alors ensuite, pendant les phases d'action, il y a des choses qui vont se faire automatiquement sans que vous ne fassiez rien d'autre. Quand on vous achète quelque chose et que le marqueur est de ce côté-ci, eh bien, quand on vous a acheté des cœurs, des soins de santé, vous gagnez un point de victoire. Ce serait la même chose à côté, si jamais c'était ainsi. Si on vous en achète, ce serait un point de victoire. Si la politique a changé et ça a monté comme ceci, donc là-bas j'en suis là-bas, quand on vous en achète, ce ne sera plus un point de victoire. Ça va être des avancées ici dedans par 3 soins de santé qui a été acheté. Donc, tous les 3 soins de santé, je gagne 1, je fais progresser mon marqueur de 1 sur un des tableaux selon l'acteur qui vous l'a acheté, la classe ouvrière ou la classe moyenne. Le capitaliste ne vous en achètera pas. Donc ça, ce sont les 2 avancées qui sont possibles pour vous pour aller chercher quelque chose. Ça dépendra ceci. Donc selon si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça, il n'y a pas. Ok. Imaginons, hop, on va laisser comme ça. Attention, ça a un impact ici. On est passé du coup à 9, 3, plus 2 fois 2, plus 2 fois 1. Alors dans les cartes que vous allez jouer, il va y avoir parfois l'information provide, fournir. Et donc, quand on va fournir quelque chose à quelqu'un, on ne va pas lui donner directement, on va lui mettre dans sa petite case qui se trouve ici. Et c'est comme ça qu'on va lui permettre de faire l'action bonus, qui est d'aller récupérer une case. Alors ça va être noté ici, c'est peut-être noté sur des événements qui se trouvent là-bas, qu'importe. Dès que c'est fournir à quelqu'un, on va le placer là-bas. C'est très important parce que si jamais on place quelque chose pour quelqu'un ici qui ne vient pas le mettre et qu'on remet quelque chose, on a à nouveau un provide à faire, on écrase ce qui existait et on place le nouveau à la place. Donc ça c'est super intéressant, super important de pouvoir dire que je vais fournir quelque chose. N'oubliez pas, si vous avez un marqueur ainsi, il suffit de lire le texte, mais vous pouvez avancer ainsi en augmentant vos marqueurs ici de légitimité. C'est super important pour l'État d'arriver à augmenter ces marqueurs-ci de légitimité. Dans les actions de l'État, il va pouvoir, comme les autres, rembourser une dette, il va pouvoir proposer un vote et il va pouvoir vendre des biens éventuellement au marché extérieur. Ça, c'est possible. Par contre, les actions qui lui sont vraiment propres, c'est quoi? Lui, il peut aller récupérer 3 marqueurs médias ici, donc des marqueurs d'influence liés aux médias, pour les remettre chez lui. Ça, c'est une action qui ne lui coûte rien, ça coûterait 10 logiquement, mais bon, ça coûte rien pour lui. Il peut renflouer les caisses de l'État. Renflouer les caisses de l'État, c'est demander à chaque autre joueur de lui payer 10 var 10. Ça va arriver ici, mais le résultat de cela, c'est que les 2 classes qui étaient les plus en retrait vont perdre encore 1 de légitimité. Donc, dans un cas comme celui-là, la bleue et la jaune descendraient. Dans un cas comme celui-là, elles sont toutes à égalité. Je choisis lesquelles je veux descendre, comme ceci par exemple. Donc, je touche 10 de chacun, mais je perds 2 de légitimité sur les 2 classes les plus basses. Je peux aussi aller faire une des actions qui se trouve ici. Ce sont des actions internationales ou nationales. Enfin, en fait, c'est un gros problème ici. Là-bas, c'est la guerre chez les voisins, par exemple. Et là-bas, c'est indiqué, pour faire l'action, je dois dépenser, spend up, je dois dépenser jusqu'à 6 cœurs. Donc minimum 1 jusqu'à 6. Et selon le nombre que je vais dépenser, je vais gagner des points de victoire. Si à la fin d'une manche, on le verra après, une carte est toujours là, elle n'a pas été activée, eh bien j'aurai des pénalités qui sont indiquées à la gauche. Parfois, j'ai le choix à qui je veux le faire, auquel cas, j'avancerai en conséquence. Ici, c'est indiqué Provide, donc fournir. Eh bien, ce que je vais fournir ici, je vais le placer soit sous le rouge, soit sous le jaune, et je vais gagner ce qui est indiqué ici. Donc, ça va vraiment me permettre d'aller récupérer des bonus et éviter d'avoir des malus.
c'est une action que je dois faire en sacrifiant la carte, pas faire l'action de la carte et plutôt faire l'action là-bas. Gérer un événement. Donc j'en ai 2 par manche, j'ai 5 cartes à jouer. Si je gère les 2 événements à chaque fois, j'ai déjà plus que 3 cartes à jouer. Et je peux enfin, en action, c'est aller rencontrer un des autres parties et je lui donne 2 influences. Il faut que je les ai, je ne les prends pas de là-bas, je vais prendre mon stock à moi. Je lui donne 2 influences et j'augmente de 1 ma légitimité par rapport à lui. Dans les actions libres, je n'ai que 2 choses possibles. C'est modifier la valeur de mon salaire dans mes usines. J'ai oublié d'en mettre un ici. Donc augmentant, diminuant, c'est comme pour les autres. Si j'augmente, hop, je couche les gens, ils viennent sous contrat pendant 1 an et je peux rembourser ma dette en payant les 50 nécessaires. En phase de production, c'est assez vite. Je vais produire ici, je vais payer mes salaires, je vais récupérer les productions et puis c'est tout parce que tout le reste, ça se fait chez les autres. Je n'ai pas de taxes à aller payer. Par contre, c'est entre le fait de payer les salaires et payer la nourriture pour ces deux-ci et le fait de toucher les taxes que va avoir lieu le passage du FMI. Donc le FMI, ce que je disais, si jamais on se trouve quelque part et qu'on a plus que ce qui est indiqué pour que le FMI passe, ici je ne peux avoir 0 dette. Dès que j'ai une dette, le FMI passe. Ici, je peux avoir une dette. Si j'ai 2 dettes, le FMI passe. Donc, le FMI passera gérer un petit peu à ma place si j'ai les dettes qui sont indiquées ici, qui va déclencher son action. Cette action-ci du FMI a lieu juste avant de gérer les taxes. Alors, que va faire le FMI? La première chose qu'il va faire, ça va être de stopper tout ce qui était prévu comme élection, comme vote dans le système. Donc, tout ce qui était mis ici, tout ça repart. Et chacun qui avait placé un petit marqueur ici va toucher en compensation, mais c'est une faible compensation, un cube d'influence pour chacun de ces marqueurs. Ensuite, il change tout. Tout ça, il remet comme ceci, tac, 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 tout ce qui aurait été bougé. Donc là, c'est au milieu, à droite, et un petit peu ainsi. C'est super mauvais pour la classe ouvrière parce que, vous voyez, il n'y en a plus qu'un chez lui et pratiquement tout est du côté capitaliste. Là-bas où c'est intéressant pour le capitaliste. Donc, tout ça est changé immédiatement. Il n'y aura pas donc d'élection à ce moment-ci de la partie. Donc après, il n'y aura pas de phase d'élection. On va quand même charger dans le sac si jamais ce n'est pas le dernier tour. Et le dernier impact, c'est pour l'État. Il va prendre toutes ses légitimités. Il va diviser par 2, arrondi au supérieur. Donc 3 va devenir 2, 4 devient 2 et 4 devient 2. Donc ça divise par 2, arrondi au supérieur de tout avant de continuer à faire le reste. Donc si le FMI est passé, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de vote qui vont être faits en plus et ça s'arrêtera là. Après le FMI, si jamais il y a eu passage au FMI, il n'y a pas de vote, mais on va quand même mettre des cubes dans le sac pour les autres. Et pour l'État, quand les autres rechargent le sac, lui, il va regarder sa légitimité la plus basse et il va gagner de l'influence. Donc ici, ce serait récupérer une influence la plus basse, sont tous à la même valeur, étant ici. Donc ça, c'est ce qu'il va faire. Puis vont arriver les votes. Je rappelle que comme il ne participe pas dans les cubes qui vont arriver derrière, s'il veut avoir un point de victoire quand il est dans l'équipe gagnante du vote proposé, seulement là-bas, il faut qu'il dépense absolument au moins une influence pour gagner un point de victoire. Si c'était lui qui avait proposé le vote, il le gagnera alors les 3 points de victoire normal par rapport à ça. Mais il va dépenser quand même au moins une influence pour ceci. Puis arrive la phase avec le scoring de fin de manche. Là-bas, on va voir est-ce qu'il a réalisé les événements qui sont là. Si jamais ce n'est pas le cas, il perd. Il perd ce qui est indiqué. -1 en jaune, -1 en rouge. Ben, d'un coup, ça ne fait pas grand-chose. Et là-bas, c'est -1 dans 2. Ben, il ne peut pas descendre les 2 autres, donc il descendrait ici. FMI, plus arrivé ici, c'est très mauvais pour lui. Admettons qu'il avait effectivement fait tout ce qu'il fallait. Et donc, on était là-bas, il s'était débarrassé des 2 événements. Il n'a pas de pénalité. Donc, intéressant pour lui de se débarrasser des événements parce que ça lui fait des bonus, ça fait augmenter ici, mais en plus ça lui évite de descendre derrière. Et si vous allez voir, c'est ça qui va lui faire monter. Il a les points de victoire par rapport à l'agenda politique. Donc son agenda politique, on voit ce qu'il avait besoin, on regarde ce qu'il y a ici, et bien c'est un point de victoire pour chaque zone qui sont au bon endroit. Là, il n'aurait qu'un seul point de victoire pour le 5C. Puis vient enfin les points de victoire associés ici. Et bien ici, il va regarder les 2 valeurs les plus basses. Voilà, c'est tout à la même hauteur, imaginons comme ceci. Ce sera mieux les 2 valeurs les plus basses. C'est 2 points de victoire et 2 points de victoire. Je fais mes 4 points de victoire. Donc si j'arrive à monter tout ça plus ou moins à hauteur, ben, je peux effectivement rapidement remonter ceci, arriver à faire 8 points de victoire par manche. Et plus le temps passe, logiquement, l'État, plus il va gagner des points de victoire. Ça, c'est un petit peu sa courbe ascendante. Il gagne tout le temps un petit peu et il augmente au fur et à mesure qu'il fait bébelle un petit peu avec tout le monde et qu'il est sympathique avec tout le monde, qu'il est légitime avec chacun. Une fois qu'il a pris ses points de victoire ici, il va diviser tout par 2, arrondi au supérieur, 5 devient 3, les 2, 4 deviennent 2. Si jamais il avait des marqueurs ici
qu'il avait récupéré, donc imaginons qu'il avait un +1 comme ceci, et bien hop, ça remonte tout de suite de 1. Si jamais il en avait un autre ici, ça remonterait aussi de 1. Donc tous ceux qu'il a récupérés ici lui font monter après la division. Donc il met ses points de victoire, il divise par 2 arrondi au supérieur et il augmente tout de suite par rapport aux marqueurs qui sont là. Donc c'est comme ça que ça monte assez facilement pour l'état. À la fin du jeu, il va marquer des points de victoire par rapport aux ressources qu'il aura encore ici en jeu. C'est par 2 nourritures, 1 point. Les autres, c'est par 3, c'est comme les autres, hein, donc ça n'a pas changé. Et lui, il aura 1 point de victoire par 30 vardises restants encore dans la trésorerie de l'État. Donc 1 par 30, il n'y a pas de plafond, mais ça ne monte pas nécessairement beaucoup de ce côté-là. Il a marqué beaucoup de points de victoire précédemment. Et bien voilà, j'ai fait le tour d'hégémonie avec ces 4 classes. Vous voyez, c'est très long à expliquer quand vous voulez expliquer le jeu avant une partie. Comptez vite 45 à 1 heure, voire plus pour expliquer tout ça parce que chacun doit avoir ses explications propres, voir comment ça fonctionne, comprendre comment ça fonctionne, l'impact de tout ceci, ce qui n'est pas rien, c'est beaucoup de choses derrière. Alors évidemment, chacun vous suit, il peut le lire ici sur les grandes feuilles que vous avez et après vous passez au suivant et le suivant, il vous écoute et l'autre il lit, il vérifie ce qu'il a tout compris par rapport à ce qui est indiqué. C'est très clair à ce niveau-là, les feuilles sont bien faites, tout est repris, toutes les informations sont là, mais par contre, il faut penser à repasser dessus parce qu'il y a des actions qui sont parfois pas tout de suite automatiques. On oublie vite une chose ou une autre et c'est un petit peu dommage de ne pas en profiter. Puis vous avez toutes les cartes ont chacun un pouvoir, il faut les lire, il faut choisir. Donc ça prend du temps. Comptez 1 heure par personne au niveau d'une partie, peut-être un petit peu plus lors de la première partie, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Et plus les gens mettent du fluff, parce qu'en fait, les gens mettent du fluff toutes seules au niveau du jeu, mais plus ça va durer longtemps. Et il n'est pas rare de voir une partie de 5 heures avec des gens qui vivent un moment inoubliable parce qu'ils ont été mettre plein d'énergie en fait en tenant leur rôle avec des invectives, avec des commentaires, avec plein de choses. C'est non plus simple quand les gens sont du même milieu, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes références pour plein de choses, que ce soit au niveau de la politique ou autre chose, que quand c'est international. Mais on connaît assez nous autres de la politique française pour fonctionner avec des Français, peut-être moins dans l'autre sens. Mais qu'importe, c'est vraiment très agréable à jouer parce que ça se passe tout seul. C'est très logique. Ce qui se passe au niveau de chaque chose, c'est assez cohérent et on comprend vite l'impact de ceci. Par contre, il faut plusieurs parties pour bien comprendre, connaître et maîtriser son jeu, mais aussi comprendre, connaître et maîtriser le jeu des autres. Parce que laisser le capitaliste descendre à ceci, bon, il a gagné quoi. Parce que là, il y a tellement d'avantages pour lui d'être 1, le multiplicateur, que c'est beaucoup trop facile pour lui. Et donc, on va se battre pour empêcher certaines modifications. Au début, vous penserez que c'est peut-être bien d'avoir beaucoup d'immigration pour la classe moyenne et la classe ouvrière, mais en fait, plus il y a de gens qui arrivent chez eux, plus la population monte vite et plus il va devoir payer cher pour les former, pour les éduquer, pour les soigner, tout ce qui va avec. Donc tout ça, c'est très important de bien comprendre chaque finesse de chaque zone. Très important d'empêcher que l'État ne passe en perte, donc ne soit impacté par le FMI qui arriverait ici en prenant trop de dettes, parce que c'est très mauvais pour le joueur qui joue la classe ouvrière. À la limite, pour le joueur capitaliste, si de toute façon cette taxe était haute, c'est pas grave. S'il avait réussi à la faire descendre très basse, non, il ne veut pas non plus que le FMI passe par là. Et donc, c'est tout un équilibrage entre chacun. Il y en a deux qui sont vraiment très opposés, c'est le capitaliste et la classe ouvrière, tandis que les deux autres, l'État et la classe moyenne, font plutôt office de pivot et donc vont changer un petit peu les choses. Je dirais aussi qu'il existe des cartes qui permettent de jouer des événements historiques, des cartes qui permettent de minimiser un petit peu la force de l'État au niveau des événements, donc des événements annexes un petit peu plus faibles par rapport à ça, parce que l'État est très fort aussi, mine de rien, et des cartes qui vous permettront de jouer avec un automa dans le rôle des joueurs que vous ne voulez pas, parce que si vous jouez tout le temps en deux, vous jouerez tout le temps capitaliste contre force ouvrière. Avec un automa, vous pourrez alors changer de position et l'automa permettra de jouer un rôle globalement à cette position-là et vous pourrez faire quelque chose d'autre pour changer un petit peu vos parties quand vous jouez à deux joueurs. Voilà, pour moi, Hégémonie, c'est un jeu fantastique qui apporte beaucoup de plaisir de jeu, beaucoup d'action et qui est long à gérer parce que le temps que vous aurez déjà fait chacune des 4 places, que globalement, vous aurez passé au moins 20 heures sur le jeu, donc c'est bien au niveau de la rentabilité. Mais pour bien le maîtriser, il faudra rejouer un petit peu avec les mêmes personnes parce que là-bas, ça va commencer à bien connaître chacun les ficelles de toutes les positions et donc voir quand est-ce qu'il faut contrer quelqu'un, voir quand est-ce qu'il faut l'aider pour continuer à avancer un petit peu et surtout contrer le plus fort selon vous, qui peut être l'État, qui peut être le capitaliste. C'est beaucoup plus difficile peut-être pour jouer avec la classe moyenne ou avec la classe ouvrière, mais
quand c'est bien maîtrisé, je pense que celles-ci font aussi beaucoup de points de victoire. Donc c'est pas un gros souci, c'est juste une question de contrôle, d'équilibre, de ce qui va se passer ici, des cartes qui vont être jouées. L'État doit faire attention parce qu'on le force à dépenser de l'argent. Il y a des cartes chez les autres joueurs qui permettent de dépenser de l'argent au nom de l'État, entre guillemets, parce qu'il est très content d'être aidé. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir, à connaître. Il y a des gros paquets de cartes pour chacun, ce qui veut dire qu'on n'arrive pas vite au bout en une partie. Donc on va attendre de les voir un petit peu sur plusieurs parties, même si chaque carte, je pense, est présente 2 fois. Et d'une partie à l'autre, ça va vraiment tout changer. Le fait de changer les personnages d'un côté à l'autre, de faire fermer une société, pas fermer une société, ça change beaucoup de choses dans le jeu, ce qui fait qu'il est vraiment très très agréable au niveau de la rejouabilité, au niveau du fluff que les gens, que les joueurs amènent dans le jeu. Donc c'est une super ambiance, c'est très bien. Je pense que si les gens sont un petit peu plus taiseux, ça descend un petit peu en catégorie, mais malgré tout, c'est une belle mécanique et une belle gestion qui va avec tout ça. Je ne peux donc que vous le conseiller et espérer que vous passerez de bons moments avec lui. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!